Quart d'heure corrézien, le magazine d'information hebdomadaire de RGB, Bram FM, RCF Corrèze, Radio Pac et Brénige FM. Réalisé et présenté par Olivier Sérac. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du Quart d'heure corrézien. Un quart d'heure que nous consacrons cette semaine à l'association SOS Violence Conjugale, l'association qui travaille depuis 1990, soit 34 ans, à l'accompagnement des victimes de ces violences. Et vous l'entendrez, la prise en charge des victimes a largement évolué au fil des ans, tout simplement parce que la société, elle aussi, a sinon ouvert les yeux, au moins évolué dans l'écoute et l'attention portée aux victimes. Et puis, c'est une tradition dans le quart d'heure corrézien. À la fin de l'émission, nous laissons la place à la culture. Et cette semaine, Fabien Monbois de RGB nous présentera la nouvelle saison culturelle du Théâtre de la Grange à Brive. Le quart d'heure corrézien, vous avez le menu, c'est parti. Je vous le disais en guise d'introduction, l'association SOS Violence Conjugale a 34 ans. C'est dire combien ce phénomène n'est pas nouveau, ni en France, ni en Corrèze, bien sûr. Aussi, depuis 34 ans, l'association vise un objectif: accompagner les victimes de ces violences dans leur prise en charge. C'est ce que nous a confié Jeannie Tanguy, la directrice de l'association. On va vraiment pouvoir proposer, au regard de la temporalité et des besoins des victimes, de l'accueil, du tout premier accueil, que ce soit par téléphone, par mail, que ce soit avec ou sans rendez-vous dans nos locaux, sur des services d'accueil de jour qui sont sur les villes de Brive et de Tulle. Et puis, depuis 2 ans, on a mis en place une logique d'aller vers les victimes de violences les plus isolées en zone rurale, donc hors territoire de Brive, de Tulle et d'Ussel. On a une vocation qui se veut départementale. On essaye vraiment d'intervenir autant possible sur toute la Corrèze. Et donc très vite, cette prise en charge, qui débute par une écoute bienveillante, bien sûr, bascule aussi sur une forme d'analyse de la situation à laquelle les salariés et les bénévoles de l'association font face afin de réassurer et analyser ensemble avec la personne victime sa situation. Parce que, en fait, très souvent, sur les premiers contacts que l'on va avoir, les personnes arrivent vers nos services en se demandant, en ayant des questions, en ayant des doutes et en se disant, mais finalement, est-ce que je vous saisis à bon escient ? Est-ce que je suis moi aussi victime de violences conjugales ? Est-ce que je suis, pour reprendre un terme qui maintenant peut largement se déconstruire, mais est-ce que je suis moi aussi une femme battue, telle que le dépeignent peut-être les médias ou mes voisins ou ma famille ? Parce que les violences ne sont pas forcément et uniquement que physiques, elles peuvent être morales, financières, bref, elles sont protéiformes et il faut savoir les reconnaître. Il y a vraiment tout un travail qu'on appelle, nous, de prise de conscience, d'évaluation que l'on va partager avec les personnes que l'on accueille, qu'on accompagne, pour qu'elles se rendent compte de la situation qu'elles traversent ou qu'elles ont pu vivre. Ça, c'est vraiment un gros du travail qui va être fait, tout en essayant autant que possible de tisser une relation de confiance, de fait, et d'amorcer avec engagement de la personne une relation d'aide et d'accompagnement pour lui permettre de redevenir pleinement actrice en fait de sa vie, de son parcours, de sa trajectoire, l'aider par elle-même à reprendre des décisions pour sa propre vie. Tout ce travail préliminaire tente ainsi de redonner confiance en elle à la victime de ces violences, de sorte qu'elle puisse se reconstruire pas après pas, mais aussi être guidée vers d'autres structures. Aussi, en Corrèze, 4 associations participent à la reconstruction des victimes. Pour le dire simplement, il y a l'ARAVIC, l'association de réinsertion des délinquants et d'aide aux victimes, qui, elle, peut apporter un soutien judiciaire, mais aussi le CDIFF, le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, qui, lui, apporte un soutien sur les droits des victimes. Et enfin, la Maison de Soi, qui, elle, peut apporter un soutien médical. Ainsi, avec SOS Violence Conjugale, ces 4 structures travaillent en concertation, assure Jeannie Tanguy. Ce qui est intéressant pour le territoire, c'est qu'il puisse y avoir une synergie et puis des champs de compétences qui soient différents. C'est justement parce que chacune des associations va avoir un champ de compétences, un champ d'action qui lui est propre, qu'on peut se retrouver sur des champs de complémentarité et de relais. Donc on va vraiment chercher à travailler en collaboration, en bonne intelligence, dans l'intérêt commun que nous poursuivons toutes, de pouvoir accompagner et permettre aux personnes victimes qui en ont besoin d'engager le plus
plus définitivement et durablement possible un parcours de sortie des violences. Donc finalement, chaque acteur a sa place dans une chaîne de prise en charge des violences intrafamiliales et des violences conjugales et aussi des violences faites aux femmes. Parce que si le dépôt de plainte en gendarmerie ou dans un commissariat de police peut sembler la solution, engager cette démarche n'est pas forcément facile, voire aussi logique que ça. Il est vrai que la réponse judiciaire, elle prend de plus en plus de place et souvent, dans nombre de situations, elle est évidemment nécessaire parce qu'il faut pouvoir aussi parfois extraire la victime de ce qu'elle vit pour sa sécurité psychique mais aussi physique. Mais il y a aussi nombre de situations où les victimes ne seront absolument pas prêtes à entamer des démarches et notamment une procédure pénale. Aller mettre à jour et en lumière un parcours de vie intime, c'est éprouvant. Et c'est tout un cheminement. Et on est aussi là pour ça, pour accompagner ce processus-là, ce cheminement, cette prise de conscience. Mais comment aller, par exemple, au-devant des autorités judiciaires en se déclarant victime si on est dans le déni et qu'on n'est pas consciente ou conscient qu'on l'est et que ce que l'on vit et ce qu'on en a peut-être acquis comme étant une normalité ne l'est pas. Cela veut donc dire que pour chaque personne accueillie, la réponse et l'accompagnement ne peut être au départ qu'individuel avant de pouvoir ensuite peut-être devenir collective par l'intermédiaire d'ateliers, des ateliers animés par les centres culturels des villes ou encore avec d'autres associations engagées dans des actions sociales et ou culturelles. On cherche aussi à réouvrir le champ des possibles, à leur permettre de restaurer leurs compétences, les talents qu'elles pourraient avoir et qu'elles pourraient se découvrir aussi, parce qu'elles sont riches de très nombreux potentiels, mais très souvent elles l'ignorent, ou alors ces potentiels et ces capacités ont été complètement catapultés par la violence conjugale. Cet accompagnement ne peut donc pas se limiter dans le temps. Parfois, SOS Violence Conjugale accompagne des victimes durant 1, 2, 5, voire 10 ans. Il n'y a aucune règle. La seule qui existe, c'est que les salariés de la structure ne sont que 5 et que le budget annuel de SOS Violence Conjugale avoisine les 250 000 € par an. Les missions qui nous sont dévolues et confiées par l'État, elles sont reconnues d'utilité publique. Dans ce cadre-là, on est subventionné par nombreux financeurs publics. La spécificité aussi, en effet, que rencontre le secteur associatif et en particulier notre association spécialisée, c'est qu'on est vraiment amené à remplir très concrètement nombre de dossiers de demande de subventions chaque année. Donc c'est tout un travail en fait de fond à chaque fois qui est réengagé année après année pour aller quêter de nouvelles enveloppes financières et puis se réassurer des enveloppes permanentes année après année pour pouvoir couvrir l'ensemble de nos charges puisqu'on fonctionne entre autres et notamment bien sûr avec des compétences métiers et donc avec des moyens humains salariés. Et c'est d'autant plus difficile que l'ampleur de la prise en charge est immense. On le sait très bien, on ne touche qu'une partie visible de l'iceberg aussi dans nos actions, clairement. Il y a encore nombre de victimes qui, d'une part, s'ignorent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui peut-être ont bien conscience qu'elles vivent une situation anormale de violence, mais qui, pour autant, n'osent pas encore engager des démarches, en fait. Donc, en tout cas, pour les besoins auxquels on peut être amené à répondre, effectivement, on est de plus en plus amené à aller chercher toujours plus d'enveloppes. Pour avoir une force de frappe plus prégnante, il nous faut des moyens. Or, la situation budgétaire de la France n'est actuellement pas idéale. Stratégiquement, on sera de plus en plus amené à collecter des fonds pour venir là aussi, vous voyez, diversifier nos différentes sources de financement parce qu'on connaît le contexte budgétaire du gouvernement et donc on sait très bien à l'heure actuelle, déjà depuis quelques années, qu'on ne peut plus tout attendre non plus de l'État. Qui nous suit, qui nous fait confiance, qui continue à s'engager, mais pour autant, on voit bien qu'on a besoin d'aller quêter des fonds aussi complémentaires. Reste à savoir maintenant si la nouvelle ministre de l'égalité femmes-hommes et surtout ancienne préfète de la Corrèze, Salima Saha, pourrait être une partenaire réelle et sincère pour sanctuariser des finances publiques indispensable à l'association. De par ses anciennes fonctions, on a eu l'occasion de la rencontrer. Elle avait pu nous recevoir, comme tous les préfets en fait du département, où on peut vraiment avoir un lien avec le corps préfectoral et c'est en ça que c'est intéressant. En revanche, nous, on est toujours extrêmement attentifs à ce qui va se jouer concrètement. De quelle manière le gouvernement va pouvoir mettre en place là aussi les moyens, les réponses pour soutenir entre autres les actions des associations comme les nôtres.
Et donc, vous l'aurez compris, toute l'énergie passée à aller chercher et défendre ces financements, eh bien cette énergie n'est pas mise au service de la prise en charge des victimes et c'est un crève-cœur pour l'association, d'autant plus que cette prise en charge du premier niveau est au cœur de son action urgente, répondre à un signal de détresse, un SOS. Place maintenant à la prescription culturelle de ce quart d'heure corrézien. Bonjour Fabien Monboisse. Bonjour Olivier. Cette semaine, vous nous emmenez sur les hauteurs de Brive, dans le quartier de Rivet, à la découverte d'une institution culturelle briviste. C'est le Théâtre de la Grange, un théâtre qui lance ce vendredi sa saison culturelle. En clair, c'est le premier spectacle de la saison qui se joue ce soir à 19h. Avec la pièce Monsieur et Madame Poiseau. Pour un théâtre qui va fêter ses 44 années d'existence, il débute avec une histoire d'anniversaire. Celui de Madame Poiseau, c'est un duo plein de rires, de farces, une recette décapante pour un anniversaire hors du commun. Tout au long de l'année, vous assisterez à pas moins de 20 spectacles dans lesquels il sera question d'amour, de frontières, de deuil, de liens, de dignité et bien d'autres sujets. Manon Colas, la médiatrice culturelle et chargée d'accueil, résume cette programmation en 3 temps forts. Les spectacles qu'on s'est déjà attendus, Gisèle Halimi, Défendre. Monsieur et Madame Poiseau, notre spectacle d'ouverture. En mai, on accueille également le festival de théâtre amateur Festea. Donc la sélection Limousin va concourir ici pour gagner sa place pour la finale nationale. Toutes les compagnies amateurs de la région peuvent candidater. Un théâtre qui a su trouver un lieu propice à la création. À l'origine, il était appelé le Centre de création théâtrale et artistique en 1981. Il n'était pas encore dans ce lieu. C'est Jean Charbonnel, qui était maire de Brive à ce moment-là, qui a eu l'idée de cette ancienne grange qui a été entièrement rénovée. Notre salle a quand même encore ses belles poutres apparentes, on a les pierres encore de brasier à l'extérieur. Donc on a quand même gardé cet esprit grange sur le lieu. Pour exister sur plus de 4 décennies, le Théâtre de la Grange a besoin de renouveler son matériel, changer ses fauteuils, moderniser ses lumières. D'ailleurs, ce fut le dernier investissement en date. Au niveau du financement, c'est vrai qu'on est énormément aidé par l'État et par les structures comme la DRAC. On va avoir également nos cours de théâtre sur lesquels on arrive à avoir un petit apport pour pouvoir continuer à participer au financement de ce lieu. Le Théâtre de la Grange a cette spécificité qu'il a été créé dès ses débuts pour être une passerelle entre le théâtre professionnel et amateur, notamment avec ses ateliers auprès du jeune public. On va avoir déjà une programmation qui va être créée en lien étroit avec différents niveaux scolaires. On travaille énormément avec l'école primaire et maternelle Lucie Aubrac qui est juste à côté, avec des projets qui sont en collaboration également avec le centre socio-culturel et l'école qui permet de créer des animations en plusieurs temps avec le spectacle, imprégner les parents aussi dans ce processus-là, avec des goûters, des animations extérieures au niveau de l'aide aux devoirs. Et avec son lot de belles surprises. Jacqueline Tepaz, présidente du Théâtre de la Grange, qui a monté un spectacle avec les CM1 de l'école Lucie Aubrac, qui ont fait leur représentation ici même dans les locaux, et qui, je pense, se sont un peu attachés au Théâtre de la Grange, puisque les enfants sont venus tout l'été au théâtre pour pouvoir prendre des verres d'eau et discuter avec les gens qui s'y trouvaient. Donc je pense que c'est une mission réussie de ce point de vue-là. Sans oublier les internes du collège d'Objac qui viennent au théâtre tous les mercredis après-midi pour suivre des cours. Les lycéens ne sont pas non plus en reste. Avec la venue du spectacle Gisèle Halimi, un sujet qui touche particulièrement en ce moment. Chaque saison, c'est plus de 200 élèves qui viennent au théâtre. Le Théâtre de la Grange est devenu, au fil du temps, une institution et attire des partenaires. On travaille en étroite collaboration également avec l'Empreinte, la scène nationale Brive-Tulle, avec qui nous avons 2 spectacles par an. Donc cette année, nous travaillons sur un projet tourné vers les scolaires essentiellement. Mais le Théâtre de la Grange repose avant tout sur les compagnies qui y travaillent tout au long de l'année. Le Théâtre de la Grange abrite 6 compagnies, les Murcata et le Théâtre de l'Étoile Grise, mais nous avons aussi le Théâtre du Paradoxe, la Carpe, les Indécis et Il Teatrino, qui est une compagnie qui fait du théâtre en italien. Ces compagnies se partagent le temps de plateau avec 1 ou 2 représentations par an. Et n'oubliez pas, ce vendredi a lieu la première pièce de cette nouvelle saison au Théâtre de la Grange. Il s'agit de Monsieur et Madame Poiseau de la compagnie L'Arbre à Vache. C'est à partir de 19h, le tarif plein est à 11 €, le tarif réduit est à seulement 7 €.
Eh bien, merci Fabien pour toutes ces informations. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'ensemble de la saison du Théâtre de la Grange, eh bien, n'hésitez pas à vous rendre sur son site internet théâtredelagrange-brive.com. C'est la fin de ce numéro du quart d'heure corrézien. Merci à toutes et tous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine du côté de Saint-Pantaléon-de-l'Arche puisque nous retournerons à la Corderie Palu. Et d'ici là, je vous souhaite de passer de très bons moments en Corrèze ou ailleurs. Retrouvez le quart d'heure corrézien en réécoute sur nos sites internet, mais aussi sur les plateformes d'écoute Spotify, Deezer et Apple Podcasts.